20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Cela fait 40 jours que l'étudiant Bassirou Faye est mort, mais son meurtrier, lui, est toujours en cavale. Ses camarades se sont réunis ce matin sur les lieux du drame. Ils réclament que justice soit faite. Procès de Karim Wade, les droits de l'homiste affirment qu'Alioune Samba Diassé, un des prévenus, est victime d'acharnement. Il demande au juge de suspendre son interrogatoire et ce jusqu'à ce que son état de santé s'améliore. Sit-in des ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance, ils réclament plus de 378 millions de francs CFA et accusent l'IPRES et l'État de mépriser leurs revendications. La situation s'améliore pour certains pèlerins bloqués depuis 72 heures au hangar de l'aéroport. Ils vont pouvoir rejoindre les lieux saints de l'islam. D'autres par contre sont toujours en attente. Ils fustigent encore et toujours le mutisme des organisateurs. Hors de chez nous, l'otage français enlevé en Algérie, Hervé Gourdal, a été décapité. Ses ravisseurs l'affirment dans une vidéo. Depuis New York où il se trouve, François Hollande a confirmé l'assassinat du ressortissant français. Enfin, le dossier du jour, il nous intéresse à la présidence de l'association des maires du Sénégal, un poste convoité par la classe politique sénégalaise et récemment par le camp présidentiel qui n'a pas caché son envie de l'occuper. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir, ça va Cécile. Rebonsoir à tous. À l'occasion du 40e jour de son décès, les étudiants se souviennent de Bassirou Faye, des étudiants toujours mécontents du suivi de ce dossier. Ils réclament justice et exhortent l'État à retrouver le meurtrier de leurs camarades. Ils se sont réunis ce matin devant les lieux du drame. Reportage Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. 40 jours après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, ses camarades déplorent des lenteurs dans l'enquête. Aujourd'hui, c'est le 40e jour de l'anniversaire de Bassirou. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas une lueur d'espoir par rapport au cas Bassirou Faye. Et nous voulons que la chose soit prise de la façon la plus sereine et de la façon la plus responsable, aussi bien de la part du gouvernement que de la part des étudiants. Pour ces étudiants, tous les éléments sont aujourd'hui réunis pour tirer cette affaire au clair. Il y a des étudiants qui ont été au palais. Ils sont en train de négocier avec le président de la République. Hier, on a tenu une rencontre avec quelques-uns d'entre eux. Nous ne sommes pas contre le fait qu'ils sont allés au palais, non. Nous voulons juste que le président de la République, Macky Sall, fasse ce que les étudiants dans la majorité ont dit. Parce que ce n'est pas avec un jeu que les choses vont s'arrêter à l'université. La chose est plus sérieuse que les gens l'imaginent. Il y a eu mort d'homme. Ils en appellent à la diligence du chef de l'État. La lumière sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye, gage de stabilité au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, disent-ils. Procès de Karim Wade et de ses co-accusés, les organisations des droits de l'homme dénoncent ce qu'elles considèrent comme de l'acharnement sur le prévenu Alioune Samba Diassé. Toutefois, elles se félicitent qu'il soit dispensé de comparution jusqu'à ce lundi. Les droits de l'homiste qui demandent au juge de ne reprendre les interrogatoires que si son état de santé s'améliore. Ndeye Sessi. Amnesty International et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme fustigent les conditions de l'interrogatoire de Alioune Diassé. Alioune Diassé est malade et donc nous estimons que le soumettre au feu des interrogatoires pendant de longues heures et de longues journées, n'est-ce pas, contribue à détériorer son état de santé. Cela peut même assimiler à la torture. On se réjouit que la Cour ait entendu notre appel puisqu'il a été dispensé de comparution jusqu'à lundi. Je crois que la justice est un débat, le débat judiciaire est un débat chevaleresque qui doit se dérouler dans la sérénité, dans la courtoisie, dans le respect de l'autre et surtout dans la préservation des droits de la personne. Il dénonce le comportement des avocats de la défense. On assiste pendant ce show que représente le procès devant la CREI, c'est qu'on porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes, on porte atteinte à leur dignité. On fait des déclarations déplacées et injurieuses, n'est-ce pas, sans que cela n'élève ni les juges ni le barreau. Ce n'est pas parce qu'on est poursuivi encore une fois qu'on doit porter atteinte à sa dignité. Les deux organisations comptent porter le combat. Nous allons le dénoncer. Nous allons faire en sorte qu'on nous entende ici au Sénégal à l'extérieur pour dire que ce procès n'est pas une occasion.
pour porter atteinte à la dignité des personnes poursuivies. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que l'interrogatoire reprenne son cours normal. Mais si d'aventure son état ne s'améliorait pas également, nous estimons qu'il faudra lui accorder un nouveau délai lui permettant de se soigner. Alioune Diassé et Mbaye Ndiaye dispensés de comparution jusqu'à lundi. Ainsi, les organisations des droits de l'homme disent plus jamais de torture physique ou psychologique dans les procès. Et nous restons avec le procès de Karim Wade pour parler cette fois-ci du cas Bibo Bourgi qui a refait surface à l'audience. Les avocats des deux parties élèvent la voix. La défense demande le renvoi du procès et la partie civile s'y oppose. Le président de la Cour spéciale, lui, dit qu'il va statuer sur la requête demain, jeudi. Par ailleurs, l'interrogatoire d'Alioune Samba Diassé est reporté à ce lundi pour cause de santé. Récit signé à Diatala. À l'évocation du dossier de Bibo Bourgi dispensé de comparution, ses avocats appelés à la barre réitèrent la demande de renvoi du procès pour permettre à leurs clients d'aller se soigner afin de pouvoir comparaître. Les débats ouverts, les avocats des deux parties rivalisent d'ardeur dans l'interprétation de l'article 403 du Code de procédure pénale qui stipule que le prévenu peut être entendu en cas d'empêchement à la maison d'arrêt ou à son domicile, et sur les dispositions également de l'article 398 du Code de procédure pénale, alinéa 2, qui permettent aux avocats de ces derniers d'assister leurs clients, mais ne peuvent être entendus à sa place. C'est la lecture du procès verbal du déplacement de la Cour spéciale à la clinique où est interné Ibrahim Abou Khalil Bourgi qui a suscité le débat, suite à une suspension d'audience provoquée par un malaise d'Alioune Samba Diassé, dispensé de comparution jusqu'à lundi, en même temps que Mbaye Ndiaye pour raison de santé. À la requête de renvoi du procès, les avocats de la partie civile et le parquet s'y opposent. Il revient à la Cour spéciale présidée par le juge Henri-Grégoire Diop de statuer sur la demande des avocats de la défense. Une première requête avait été rejetée le 22 août dernier par le même président de la Cour spéciale qui va donner une suite favorable ou une fin de non-recevoir ce jeudi à la demande de renvoi du procès de Karim Wade. Ils sont 80 ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance à avoir tenu un sit-in pour dénoncer les retards de paiement qui émanent de leur plan social. Ils réclament plus de 378 millions de francs CFA. Ces travailleurs de l'IPRES indexent ces ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance indexent l'IPRES et les autorités étatiques qui, selon eux, ne prennent pas assez en compte leurs revendications. Ils n'excluent pas d'observer une grève de la faim si l'État ne règle pas leur situation une bonne fois pour toutes. Bintoulouma. Un sitting de protestation, les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance dénoncent les retards du paiement du plan social approuvé par l'État depuis 2008. Parce que c'est l'État lui-même qui nous avait demandé d'élaborer ce plan social. Ce plan social a été élaboré, chiffré, je vous ai dit, donc le montant n'est pas vraiment trop colossal. Il est chiffré à 378 millions, 035 632. Donc 5 ans durant, nous sommes là, nous sommes restés et rien n'a été fait. Moins de 379 millions pour 81 employés. Ces ex-travailleurs n'en peuvent plus de courir derrière leurs dus. Ils interpellent l'IPRES pour la résolution de leurs revendications. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est l'État qui peut répondre à ça, ou bien l'IPRES. Parce que quand même c'est l'IPRES qui a acheté les murs. C'est l'IPRES également qui dispose du matériel qui se trouve dans le bâtiment. Et l'IPRES là, voilà, elle dit, voilà, je ne vous dois rien parce que nous étions dans une société privée. Nous, on pense que quand même ça, c'est impensable dans une société comme le Sénégal. Ces travailleurs ne comptent pas regagner leur domicile sans leur argent. Ils n'excluent pas une grève de la faim. Mais nous comptons rester là. Et même s'il faut mourir ici, nous allons mourir ici parce qu'on ne partira pas retrouver nos familles alors que nous n'avons rien à leur offrir. Et rien que, voilà, donc nous restons. Nous espérons que dans un pays comme ça, il y aura quand même un interlocuteur. Quelqu'un qui va s'adresser à nous, qui va essayer en tout cas de trouver une solution. Voilà. On ne pense pas que... C'est une grève de la faim, c'est quoi aussi? C'est un sitting, mais qui pourrait être changé. L'ouverture des classes, les besoins pour la fête de la Tabaski inquiètent ces travailleurs de l'hôtel Indépendance. Le paiement du plan social devient alors une urgence. Au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la situation s'est décantée pour certains pèlerins, surtout ceux bloqués depuis 72 heures au niveau de cet hangar. Par contre, d'autres sont toujours dans l'attente. Toutefois, les pèlerins continuent de déplorer le manque de communication de la part des autorités. Fatidien et Diafaraba les ont rencontrés. Hangar de l'aéroport de Dakar, il est 10 heures.
Ce groupe de pèlerins est convoqué ce matin. Après quelques journées difficiles, une lueur d'espoir se lit sur leur visage. On nous avait convoqués, nous sommes là tout en espérant que nous allons partir aujourd'hui. Mon vol a été annulé dans un premier temps. Heureusement, ils nous ont donné rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes confiants, alhamdoulilah. Cependant, certains de ces pèlerins ne cachent pas leur amertume. Ils affirment qu'ils n'ont pas été informés de l'évolution de la situation. L'information qui ne passe pas. La société devait nous dire qu'on a décalé votre vol. Là, on aurait compris. Nous tenons à ce qui est écrit sur le papier. Ils nous ont dit, bon, ils ont un deuxième avion. On ne l'a pas vu. C'était très difficile au début, hein, ça a été très difficile. On a été dans tous les états. Moi, hier, par exemple, des pèlerins m'ont séquestré. Moi, par exemple, je suis dans un groupe où des pèlerins hier m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. D'autres, par contre, continuent de déplorer les conditions de vie difficiles. Ils appellent les autorités à la concertation. Le nombre d'avions était très insuffisant parce qu'au départ, apparemment, il n'y avait qu'un seul avion qui faisait la navette. Il a fallu qu'il y ait un regroupement de pèlerins assez important, avec beaucoup de qui a vraiment pu faire bouger pas mal de choses. C'est ce qui a fait qu'on a pu avoir. Et le gouvernement aussi a senti que ça devenait la catastrophe. 2 avions sont mis à la disposition des pèlerins par Senegal Airlines, un nombre jugé insuffisant par ces pèlerins. Le chef de l'État rassure les mécaniciens et vendeurs de pièces détachées de l'ex-gare pompier. Macky Sall assure, oui, Léa, tout à fait. Macky Sall assure qu'ils seront bientôt recasés. Les concernés, eux, applaudissent naturellement dès demain, mais sollicitent une audience pour faire part plutôt de leurs doléances. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Ils ont repris espoir après l'annonce de leur recasement. Ces déguerpis de l'ex-gare pompier saluent la mesure du chef de l'État. Nous saluons la décision du président de la République. Elle est venue à point nommé parce que depuis la fermeture de la gare routière pompier, nous n'avons aucune activité. Quand le recasement sera effectif, nous pourrons continuer nos activités. Nous pouvons continuer nos activités. Nous sommes ici sans travail. On vient le matin, on s'assoit, jusqu'à ce soir, on rentre chez nous. C'est ça le problème. Le recasement, un éternel problème. Certains mécaniciens s'inquiètent, d'autres restent optimistes. Nous sommes différents des marchands ambulants. Nous ne réclamons qu'un site de recasement. On a vu la suite du dossier des ambulants. Pour ne pas subir le même sort que les ambulants de Sandaga, certains travailleurs demandent une audience avec le président de la République. C'est la meilleure solution si on a l'audience avec le chef de l'État. Bon, ils nous disent, on lui remet notre doléance. Après, il va nous répondre. L'ex-gare pompier va finalement abriter la cité de l'émergence, un coût global de 21 milliards pour 12 000 emplois. Ces mécaniciens et vendeurs de pièces détachées ne demandent qu'une chose, un site pour exercer leurs activités. Direction les allées du Centenaire, les volontaires de la ville de Dakar battent en brèche les accusations des commerçants sur place. Selon leur responsable Papa Alassane Seck, aucun agent de police municipale n'a volé de marchandises après saisine. Papa Alassane Seck qui accuse à son tour les marchands ambulants d'avoir les volontaires en recrutant des nervis. Papa Alassane Seck, le superviseur du projet des volontaires de la ville de Dakar, est au micro de Fatima Taba. Je vous propose de l'écouter. Nous représentons une institution. Nous ne saisissons aucune marchandise. Nous désencombrons tout ce qui est dans l'espace public, ce qui encombre l'espace public. Que ce soit un véhicule abandonné sur place, que ce soit un balichon, que ce soit un ballot de quoi que ce soit, n'importe quel objet que un commerçant, c'est dans une boutique ou au marché. Quand vous venez, vous laissez vos cartons sur le trottoir, nous on enlève le carton, on l'amène à la fourrière et il y a une réglementation, il y a des tarifs. Vous payez, après on vous rend votre marchandise. Nous avons des volontaires qui ont été blessés par armes blanches. Vous vous rendez compte, vous voyez des volontaires blesser d'autres volontaires avec des armes blanches. Tous les armes que vous avez vues ont été récupérées au niveau des commerçants. C'est nous qui les avons récupérées. C'est parce qu'ils sont armés. Nous savons où ils cachent leurs armes. Et la preuve, actuellement, ils sont allés à Tiaro, ils ont recruté des lutteurs, ils ont recruté n'importe quoi.
Et Sarah, pas toujours facile d'être vendeur de cartes téléphoniques, surtout lorsque l'on a affaire à des clients mal intentionnés. Des arnaqueurs qui utilisent de faux billets de banque pour berner les vendeurs. Ces vendeurs, souvent des jeunes inexpérimentés venus de la sous-région. Fatima Taba, Diafaraba. On les retrouve dans chaque coin de Dakar. Facile, les choses ne le sont pas pour ces jeunes vendeurs de cartes de crédit venus pour la plupart de la sous-région. Les faux billets restent leur principal souci. Les faux billets, j'en vois souvent. La dernière fois, un individu sorti d'une boîte de nuit est venu acheter des cigarettes et une carte de crédit. Le lendemain, je me suis rendu compte que c'était un faux billet. Ils font exprès de vous demander beaucoup de cartes. S'ils savent que vous n'en avez pas, ils vous demandent d'aller en chercher après avoir pris les quelques cartes que vous aviez. À ton retour, vous constatez qu'ils ont déjà disparu. Autre arnaque dont ils sont victimes, des jeunes sur des motos qui arrachent leurs marchandises. Et les jeunes à bord de motos nous causent beaucoup de préjudice. Ils volent nos cartes, parfois aussi ils vous appellent et si vous venez, ils arrachent les cartes. Les cartes, nous les achetons. Alors si nous sommes victimes d'arnaque, nous sommes les seuls perdants. Certains d'entre eux ont retenu la leçon, ils prennent désormais leurs dispositions. Maintenant, je sais reconnaître les voyous. Je suis très vigilant. Moi, je vends ma marchandise. Je ne vais pas chez le fournisseur pour prendre et revendre. La vente de cartes de recharge téléphonique génère beaucoup de bénéfices selon eux, mais ils souhaitent le renforcement de la sécurité dans les artères de Dakar. Nous parlons à présent de la fermeture des marchés hebdomadaires de la région de Kolda qui inquiète les commerçants et pour cause, ces derniers se retrouvent sans emploi à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir et de la rentrée des classes. Afin de pouvoir s'acquitter des charges relatives à ces deux événements, les commerçants demandent aux autorités de réouvrir ces marchés le temps de la fête. Une correspondance signée Abdoulaye Diallo. La fermeture des marchés hebdomadaires de la région de Kolda a amené les commerçants, les dockers et autres conducteurs de camions de transport de bagages à dire le manque à gagner qu'ils subissent avec une pareille décision. À les en croire, depuis la fermeture des 10 marchés hebdomadaires il y a environ un mois par les autorités centrales pour barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola, ces commerçants vivent dans la galère. 80% de la société de Kolda vivent des marchés hebdomadaires. Le marché hebdomadaire, c'est ça notre tout. Nous dépendons complètement du marché hebdomadaire. Si on nous arrête les marchés hebdomadaires, nous, on est morts. Tous ceux qui sont là, nous n'avons aucune ressource. Tout ce que nous avons, c'est juste le marché hebdomadaire. On est au chômage. Nos femmes n'ont plus rien à manger. Pire, disent-ils, nous sommes presque à la veille de la fête de l'Aïd el-Kabir et de la rentrée des classes. Ils n'ont aucune ressource pour faire face à ces deux événements. Nos enfants, nous ne pourrons pas les acheter des habits pour la Tabaski. Comment on va acheter les moutons? On n'a pas d'argent, on n'a pas travaillé. Ça fait plus d'un mois. Personne parmi nous a travaillé. On n'a pas d'argent, on est là comme ça maintenant. À la rentrée scolaire, nos enfants, on n'aura pas les moyens pour leur régler la situation. C'est pourquoi ils ont tenu une assemblée générale pour solliciter la clémence des autorités centrales pour qu'au moins les marchés hebdomadaires du département de Kolda soient réouverts afin d'amortir la souffrance dont ils sont victimes. Nous voudrions que les marchés hebdomadaires de la région de Kolda, qu'on nous les ouvre pour que nous puissions subvenir aux besoins de nos familles. C'est tout juste ça, ce n'est pas la frontière que nous on a demandé d'ouvrir. C'est juste nos marchés à l'intérieur, qu'on nous laisse travailler nous. Ces marchés qui constituent une partie du poumon économique de la région de Kolda, leur fermeture se fait sentir à plusieurs niveaux. Parlons de toute autre chose à présent. Élève en classe de terminale, Seynabou Ndiaye tente sa première opération Tabaski avec l'appui de sa grande sœur. Elle se dit confiante. La vente de moutons de Tabaski, une activité jusqu'ici réservée aux hommes, mais c'est originaire de la région de Tambacounda et prête à relever le défi. Maïmouna Ndiaye l'a rencontré, reportage. Seynabou en est à sa première opération Tabaski. Elle a quitté son Tambacounda natal en début du mois d'août
des clients et l'envoient en masse. Les femmes doivent participer comme les hommes participent. Nous aussi. On doit faire pour essayer. Si on va gagner quelque chose, peut-être. Les clients viennent, mais ils viennent pour discuter. Certaines viennent acheter et laisser le mouton ici pour quelque temps, pour revenir. En plus, il y a des clients qui viennent pour des fois saboter. Puisqu'un mouton qui coûte à 150, tu viens, tu dis que le mouton, je paye à 75. Ça, c'est du sabotage. Élève en classe de terminale, Nabou a appris à gérer cette activité durant les grandes vacances. Nous sommes ici de 10h à 19h, 20h environ, pour rentrer. C'est ma grande sœur qui m'a dit, cette année-ci, on va essayer de vendre des moutons. Aliments, bâches, gardiennage, des frais supplémentaires qu'elle doit supporter, aucune subvention, Seynabou regrette. Les frais, c'est très cher. Il y a beaucoup de frais. Il n'y a pas de lumière, ni de l'eau. Tout ça, c'est à nous de débrouiller. Donc ça sera cher. Puisque un sac de repas coûte à 8 000, 9 000. Ça aussi. Les prix vont de 150 à 180. À l'âge de 28 ans, cette dame s'impose dans l'élevage, un atout qu'elle doit à son géniteur. L'actualité hors de chez nous à présent, l'otage français enlevé en Algérie, Hervé Gourdel, a été décapité. Les ravisseurs l'affirment dans une vidéo. Depuis New York, François Hollande a confirmé l'assassinat de l'otage. Le président français a réaffirmé la fermeté de la France à l'égard des groupes extrémistes. Une enquête a été ouverte à Paris pour essayer de trouver un lien avec une entreprise terroriste. Une information de nos confrères de Radio France Internationale. Retour chez nous avec le dossier du jour qui porte sur la présidence de l'Association des maires du Sénégal, un poste qui suscite un grand intérêt pour la classe politique sénégalaise. Et même si jusque-là, seul le camp présidentiel réclame ouvertement le siège, rien ne semble indiquer que d'autres partis sont à l'écart afin qu'elle puisse mener à bien sa mission. Le maire de Dieuppeul-Derklé souhaite que l'association soit apolitique. Lamine Diédiou, Adama Gaye, Youssou Baro, reportage. Des convoitises pour le fauteuil du président de l'Association des maires du Sénégal, AMS. Le poste renferme de véritables enjeux qu'il faut dépasser. Il y a naturellement des enjeux, comme toute organisation. Mais je veux dire que tel que soit l'enjeu, il faut avoir de l'épaisseur. Il faut avoir de la hauteur. Il faut être au-dessus des contingences partisanes. L'Association des maires du Sénégal gagnerait plus si elle dépassait les considérations politiques, selon le maire Cheikh Gueye. L'AMS étant un cadre des maires, ne doit pas être coloré, ne doit pas être sous le joug d'une formation politique. L'AMS doit être au-dessus de la mêlée, doit être au service des maires et des collectivités territoriales. Samba Bachili Diallo semble avoir une autre lecture de la question. Même s'il reconnaît le caractère stratégique du poste de président de l'AMS. Poste stratégique, c'est un poste stratégique. Moi, je suis candidat. Je suis candidat à la présidence de l'association des maires. Parce que qui veut peut demander. Le fait de le contrôler n'aura aucune incidence sur d'éventuelles échéances électorales. Mais ça ne pourrait y avoir d'avantage. Quel avantage? Les collectivités locales s'administrent librement. Aucun maire ne peut venir nous donner des injonctions. L'association des maires n'a jamais joué le rôle qu'on attendait de lui, raison pour laquelle même son fonctionnement est un peu plombé par la plupart des maires qui refusent de cotiser parce qu'ils ne se voient pas dans cette association. Une association qui se réunit peut-être une fois tous les 2 ans ou une fois une année, qui ne dégage pas les grandes lignes, etc. Avec la fin du mandat d'Abdoulaye Baldé à la tête de l'Association des maires du Sénégal, son fauteuil continue de susciter des convoitises, au point que l'APR et d'autres formations politiques souhaitent le briguer.
En ouverture de la page des sports, l'athlétisme sénégalais qui semble être dans une mauvaise passe ces derniers temps. La relève peine à arriver. L'absence de compétition régulière dans les écoles en est la cause, selon le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Momar Mbaye, qui annonce avoir déjà élaboré un plan de relance. Reste à présent à trouver le financement. Ces propos sont recueillis par Chersali Boudjara. Oui, l'école qui produisait aussi les meilleurs athlètes, qui nous permettait aussi de faire la détection. L'école au niveau scolaire, au niveau sportif n'existe plus, où pratiquement les compétitions ne s'organisent plus. Donc à ce niveau, vous voyez, nécessairement ça va jaillir aussi sur les résultats aussi de la fédération. Mais une fois que tout ça rétabli et que les clubs aussi acceptent aussi de prendre une très bonne, la graine qui serait issue de ces écoles, les encadrer, l'athlétisme aussi connaîtra ce que vous souhaitez. Nous avons mis en place notre plan stratégique de développement et nous attendons simplement la mise en œuvre. La mise en œuvre demande simplement des moyens. Nous pouvons trouver les 60% et nous demanderons aux autorités locales comme privées de nous accompagner sur les 45%. Parlons tennis à présent. Prize Money and the Futures, deux trophées majeurs qui ont tendance à disparaître. Ainsi, le président de la Fédération sénégalaise de tennis exhorte le manager général de Expat Dakar à prendre en charge un de ces deux tournois. Issam Bouk ne veut pas que le patron de Expat se limite à des tournois ordinaires. Suivant le président de la Fédération sénégalaise de tennis, il est au micro de Cherti Djenjon. Moi, je ne voudrais pas simplement qu'il se limite à un tournoi de club. Je crois que ce qu'il faudrait qu'on fasse avec lui, c'est faire en sorte qu'il puisse organiser un tournoi à dimension internationale. Vous savez que nous organisons déjà ce qu'on appelle le tournoi de prize money. Mais au-delà de prize money, c'est-à-dire des tournois où on paye de l'argent pour les gens qui viennent de l'Afrique. Nous organisons également ce qu'on appelle les features. C'est un tournoi international. Moi, mon souhait, c'est d'amener Expat Dakar à prendre en charge un de ces tournois. Et pour une fois dans ce journal, parlons de beach soccer. Malgré son statut de double champion d'Afrique, le beach soccer sénégalais est dans la léthargie. En l'absence d'un championnat, les entraîneurs sont obligés de bricoler pour construire une équipe compétitive. Nous écoutons à ce propos le coach de l'équipe nationale au micro d'Abdou Aziz Khan. Il s'agit d'Amadou Diop. C'est beaucoup plus difficile, d'autant plus qu'on n'a pas de championnat. On organise souvent des tournois. Il y a Chita qui organise souvent des tournois. Et sur ces tournois-là, on essaye de prendre quelques jours. Voilà, ça ne suffit pas. Maintenant, il est temps que, comme on est premier en Afrique, c'est pas donné. Donc, il est temps qu'on s'organise, qu'on structure ce beach soccer-là. On se prépare, comme on dit, dans l'ombre, parce qu'on est en train de faire quelques détections. Parce que quelque part, il y a les échéances africaines d'abord qui nous attendent. Donc il est bon de revoir tout ça parce que voilà, on a été champion, donc on doit défendre notre titre. Ça ne va pas être facile parce qu'on a doublé, comme on dit, le titre, parce que 2 fois de suite on a gagné le titre. C'est sûr que nous serons la cible à battre. Et basketball, pour finir, le coup d'envoi de la phase finale pour l'accession en première division du basket local sera donné demain, jeudi, avec une dizaine d'équipes masculines et 6 équipes féminines. Une réunion technique s'est tenue au siège du CNBS cet après-midi. Il sera procédé en même temps au tirage des poules pour les garçons, les filles jouant en poule unique également. Le calendrier de la compétition va prendre fin le 2 octobre. Les délégations seront logées au centre d'accueil du stade Léopold Sédar Senghor. Voilà qui met fin à cette page des sports, mais aussi à ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et comme tous les mercredis, vous retrouverez Pape Ndiaye dans Faram Fatché. Ce soir, il reçoit le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita du PDS. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Agréable suite de programme sur TFM. À demain.